Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous. Ce soir, nos analyses portent sur les massacres récents au Nigeria, notamment l'attaque ayant coûté la vie à 21 agriculteurs dans la région de Bokos, dans l'État du Plateau. La crise diplomatique entre le Burkina et l'Union européenne. En Guinée, l'interdiction formelle d'exporter de l'or brut pour contraindre les opérateurs à raffiner, fondre et certifier le métal sur son territoire. Et puis la réaction de l'Alliance nationale pour le changement, le parti d'opposition au Togo se félicite d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre de la révision constitutionnelle adoptée en mars 2024. Pour évoquer ces 4 sujets, nous avons sur ce plateau Magloire Tekoukenvi. Bonsoir Magloire. Bonsoir Etonam, bonsoir New World et bonsoir les confrères qui sont ici et ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Magloire est le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Louis Kamako. Bonsoir Louis. Bonsoir chers consorts, bonsoir mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Regard Croisé, en l'occurrence messieurs Badjamla et Fousseni Ouro Bagnan. Ils sont respectivement maire adjoint dans la commune du Golfe 5 et directeur régional de l'éducation Plateau-Est. Louis est journaliste et analyste politique. Adam Adjonou. Bonsoir Adam. Bonsoir Etonam, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Adam est journaliste et analyste politique. Des hommes armés ont tué au moins 20 agriculteurs et en ont blessé plusieurs autres lors d'une nouvelle attaque contre une communauté rurale dans l'état du Plateau au centre du Nigeria. Alors Adam, la première question, j'aimerais vous l'adresser. Comment est-ce que vous qualifiez ces attaques récurrentes au Nigeria? Permettez d'abord que nous partageons l'émotion survenue surtout lorsqu'on parle des agriculteurs et qui ont été donc tués. Ça fait mal et je pense que c'est quelque chose que nous vivons partout, et surtout dans nos pays africains. Et nous l'évoquons la semaine dernière concernant donc le fait qu'il y a une détresse qui est annoncée par le PAM et je pense qu'on peut quand même caricaturer ces événements dans un même creuset. Toutefois, il faut faire rappeler que le Nigeria, je pense que parmi en tout cas, tous nos pays qui subissent donc les affres des groupes armés, et puis ici, nous n'allons pas exactement parler donc de terrorisme, puisque c'est le thème qui est évoqué pour la plupart du temps lorsque nous connaissons ce massacre-là, puisque nous sommes dans l'ère du temps. Mais au-delà de tout, il faudrait quand même que nous dissocions, en tout cas, certaines pratiques dans des pays comme le Nigeria, où les groupes armés, les querelles intercommunautaires, etc. sévissent. Mais justement ici, on peut également introduire avec ce que je viens de dire, notamment ces conflits qui ont des relents un peu religieux. Alors, est-ce que ce sont des conflits intercommunautaires? Ce sont des conflits pour qu'on qualifie cette attaque de terrorisme? Ou bien est-ce que c'est une crise foncière? C'est une crise foncière. C'est une crise d'abord foncière. Ce sont des querelles intercommunautaires, mais également, où c'est invité également des querelles religieuses. Parce que quelque part, les deux communautés, on nous parle des peuples musulmans et des agriculteurs majoritairement chrétiens. Donc, qui cohabitent ensemble. Dans la région. Voilà. Donc, je pense que ce sont des zones où l'État est pratiquement absent. Et avant que vous n'interpellez l'État pour venir jouer à l'arbitrage, déjà, je pense que le drame était déjà survenu. Donc, je pense que quelque part, sauf que nous évoquons ces sujets pour la plupart du temps, mais ce qui est contenu, c'est justement le fait que l'État n'arrive véritablement pas à prendre à bras le corps le sujet et voir dans quelle mesure il pourrait donc être dans l'anticipation. Parce que quelque part, lorsque le problème survient dans une localité, on fait un effort de mobiliser donc l'État. Qui parle de l'État, nous parlons des forces de l'ordre et de sécurité, même si l'effectif n'est pas assez grand. On laisse les autres localités. Donc je pense que nous ne sommes pas dans une dynamique où il y a des mécanismes d'alerte précoce qui puissent donc intervenir et aider l'État à anticiper sur certaines querelles. Ça voudrait dire quelque part, puisque lorsque nous parlons des querelles intercommunautaires, ça voudrait dire qu'il y a
des éléments annonciateurs sur lesquels on a tardé d'apporter des solutions et qui par après dégénèrent. Puis ce ne sont pas des choses qui arrivent instantanément, puisque nous parlons des conflits fonciers, et vous connaissez, vous savez, les conflits fonciers, ce sont des choses qui ont des relents assez lointains. Donc je pense qu'au lieu de minimiser ces actes-là qui finissent par des drames comme ce qui est intervenu au Nigeria, il faudrait quand même que l'État, puisque c'est la question juridique également qui se pose, lorsqu'on parle de ces querelles foncières. Donc, je pense que quelque part, ces mécanismes d'alerte précoce, il faut les rassembler, faire en sorte que anticiper et éviter des drames comme celui-ci, qu'on essaie un peu de qualifier en arrière-plan du groupe terroriste. Or, ici, ce sont des populations qui vivent ensemble, qui partagent les mêmes réalités, mais qui ont des querelles foncières. Alors, Magloire, les personnes interviewées par la presse locale n'ont pas pu identifier les assaillants ni donner les raisons de l'attaque survenue le week-end dernier. Alors, avant toute chose, permettez-moi quand même d'adresser toutes mes félicitations au confrère Adam Adjronou ici à côté de moi, qui vient d'être fraîchement primé lors de la Nuit internationale de la presse à Cotonou, comme l'un des acteurs de médias au Togo qui promeut beaucoup plus la presse panafricaine. Puisqu'on parle des sujets, disons, panafricains, il va de soi que j'adresse mes félicitations les plus chaleureuses donc, à mon confrère et que je l'encourage à persévérer dans cette même dynamique pour impacter plus notre corporation. Merci. Alors, ceci étant, il faut dire d'emblée que ce problème, il est un peu plus récurrent. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce phénomène au Nigeria, au point même où on a l'impression que l'État cède face à ces velléités, n'est-ce pas, de ces hommes parfois qu'on qualifie de bandits, de voyous, de groupes terroristes. À un moment donné, on se pose la question, mais est-ce que l'État existe réellement? Mais de mon point de vue, je crois savoir que l'État existe, mais sauf qu'il y a plusieurs courants d'intérêt qui sont en conflit et ça fait que ça inhibe un peu les efforts du pouvoir central. Alors, quand la situation est telle, je crois savoir qu'à un moment donné, il faut que l'orgueil de l'État puisse prévaloir. C'est-à-dire que dans un pays où, si vous voulez attirer les investisseurs, il faut faire en sorte qu'il y ait un climat d'apaisement, il y ait un climat de sécurité qui soit là, qui rassure beaucoup plus les investisseurs. Mais pour ce qui est du Nigeria, on se rend compte qu'à un moment donné, ça devient récurrent et c'est comme si tout l'appareil étatique s'affaiblit. C'est en cela que moi je vais plus exhorter parce que, vous l'avez dit, les quelques personnes interviewées disent clairement qu'ils ne reconnaissent pas ou qu'ils n'ont pas idée de l'identité réelle des assaillants. Ni du mobile. Ça voudra dire que à un moment donné, l'État même est contourné. C'est-à-dire que l'État perd la main sur le volet sécuritaire. Et quand on parle d'un pays assez vaste, assez stratégique dans notre écosystème régional comme le Nigeria, c'est inquiétant. C'est inquiétant et quand on relève encore, ou du moins quand on se rend compte que la plupart des régimes nigérians de ces dernières années sont beaucoup plus des régimes militaires et que ça s'avère qu'ils sont impuissants devant ces systèmes, ces phénomènes, je crois qu'il faut changer d'approche. Il faut changer de paradigme et je crois savoir que c'est le meilleur moment d'expérimenter d'autres mécanismes, d'abord qui puissent dissuader justement ces éventuels groupes, qu'ils se nomment terroristes ou bandits ou je ne sais pas quoi. D'autres mécanismes comme les systèmes d'alerte précoce, par exemple. Vous rejoignez Adam? Évidemment, parce que en l'état actuel, il ne faut jamais minimiser aucune approche. Je crois que quand on a suffisamment misé sur l'approche sécuritaire ou militaire et que ça prouve ses insuffisances, il faut maintenant composer avec d'autres mécanismes comme les mécanismes d'alerte précoce qui vont beaucoup plus impliquer les populations à la base. Parce que quoi qu'on dise, c'est les populations qui vivent au quotidien avec les gens. Malheureusement, quand vous vivez dans une société, ces gens-là ont cette
cette maestria de ne pas s'afficher très tôt. C'est-à-dire que c'est des gens qui se fondent à la masse, qui agissent au quotidien comme des citoyens lambda, mais qui en réalité ont des idées assez lugubres et que vous n'allez les identifier qu'après opération. Et donc je pense que c'est le moment à jamais pour le pouvoir public d'impliquer suffisamment les populations à la base. Et pour moi, je crois savoir qu'en l'instant T, ça peut constituer l'une de ces approches meilleures qui puisse contribuer justement à réduire ces situations de risque et d'attentat. Lui, quel rôle le changement climatique joue dans ces affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs régulièrement au Nigeria? Oui, le changement climatique constitue malheureusement un facteur négatif dans cette crise-là, parce que vous allez remarquer que les changements climatiques, la pression démographique et même la désertification du nord du Nigeria, c'est-à-dire que dans cette zone-là où les affrontements ont souvent eu lieu, poussent les troupeaux à aller vers des terres agricoles déjà exploitées. Et c'est ça qui crée les conflits entre ces peuples-là qui sont majoritairement musulmans et ces agriculteurs-là qui ont une obédience chrétienne, c'est-à-dire qui sont des chrétiens. Et c'est pour ça qu'on parle d'une crise évolutive, parce qu'au départ, c'est un problème foncier qui, à un moment donné, s'est transformé en un affrontement communautaire, parce que au fil du temps, les groupes armés, les miliciens, et même des bandits, justement, exploitent ces réalités locales-là pour justement, ou bien exploitent ces rivalités locales-là pour frapper. Donc, c'est à ce à quoi on a assisté. Donc, c'est pour vous dire que c'est une crise en réalité qui est asymétrique, parce qu'on ne connaît jamais qui fait quoi, qui attaque, qui, quand et pourquoi. Donc, c'est là où ça devient une nébuleuse, en fait, pour les autorités nigérianes qui se montrent de plus en plus impuissantes face à cette crise-là. Et parce que quelqu'un l'a dit, c'est aujourd'hui la persistance en fait de l'absence totale de l'État dans cette zone-là qui crée cette crise. Et donc, pour les uns et les autres, c'est une transhumance mal gérée qui a débouché sur des affrontements intercommunautaires et face à laquelle l'État est absent. Donc, on dirait que là-bas, en fait, au nord ou bien dans le plateau, on est dans ce qu'on peut appeler état de nature. Le fort domine souvent le faible et tous sont en guerre contre tout le monde. Donc je crois que c'est une situation assez déplorable et quand vous en arrivez, quand vous poussez les analyses, vous allez justement déduire que cette zone, ou bien le Nigeria même en général, va faire face dans les jours à venir à une sécurité alimentaire. Parce que ceux qui sont persécutés, ce sont des agriculteurs, ce sont ceux qui constituent le grenier alimentaire du Nigeria. Aujourd'hui, on tue sur eux, on les tue comme des mouches. Et je crois que ça ne rend pas service en fait au secteur. Alors lui, la création des réseaux de sécurité locaux, de milices communautaires, est-elle une solution viable au Nigeria ou un risque d'escalade vers une guerre civile? Non, je crois que nulle part ailleurs, on ne saurait, ou bien nulle part ailleurs, on n'a jamais envisagé comme solution à l'insécurité dans un pays la promotion des groupes d'autodéfense. Quand vous parlez de miliciens, justement, ce sont des groupes d'autodéfense. Ça veut dire que ça rejoint à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans la jungle où le plus fort doit forcément dominer le plus faible. Et ça veut dire que le Nigeria a récemment donné, le Parlement du Nigeria a récemment donné son feu vert à la création de ces groupes d'autodéfense qui seraient contrôlés par l'armée. Non, mais c'est là où l'État est en train de tisser un mauvais coton, parce que la solution n'est pas là. Ça ne fait que criminaliser les violences en soi, parce que chacun va vouloir se rendre justice. On ne peut pas être dans un état de droit comme tel. Il y a souvent des plus forts plus que des faibles. Et quand vous donnez la possibilité à chaque groupe ou bien à chaque ethnie de s'auto-défendre, je crois que vous tendez vers la destruction définitive en fait de ce qu'on peut appeler des droits humains, parce que dans la couche, il y a des faibles qui ne pourront rien face aux forts. Adam. Oui, moi je pense que sur cette question, il faut relativiser. Puisque quelque part aujourd'hui, je pense que, Kenville le disait tantôt, l'État a montré ses limites. Sinon, les forces de l'ordre et de sécurité ont montré leurs limites sur une étendue assez vaste comme le Nigeria.
Et justement, nous l'avons dit, c'est quand il y a des problèmes qui surviennent à des localités données, on mobilise un effectif non insuffisant pour aller résoudre ce problème ponctuel-là. Mais ici, il faut avoir des solutions pérennes. Donc, lorsqu'on parle de groupe d'autodéfense, je pense qu'on va vers, en tout cas, ce concept-là qu'on appelle par au Burkina volontaire de développement pour la patrie, et qui a été expérimenté partout ailleurs. Et justement, lorsqu'on dit contrôlé par les forces de l'ordre de sécurité, ça voudrait dire quand même qu'eux-mêmes sont conscients qu'on ne peut pas mobiliser. Non, je pense que c'est deux concepts différents. Non, je dis vers. Ouais. Non, je dis vers, parce que lorsqu'on dit contrôlé par les forces de l'ordre de sécurité, ça voudrait dire quelque part, on ne peut plus normalement les appeler les groupes d'autodéfense. Parce que quelque part, lorsque l'armée d'abord est apolitique, avec tout ce que nous connaissons, c'est justement faire en sorte qu'on puisse faire régner en tout cas une paix, ou faire en sorte qu'on puisse avoir des éléments d'anticipation qui puissent, lorsque ces situations interviennent, commencer déjà à être sur le terrain, maintenir plus ou moins la résistance en attendant qu'on ait donc des relais de forces de l'ordre de sécurité qui interviennent. Donc les responsabiliser. Voilà, ici c'est justement un peu le mécanisme, lui apporter quelque chose de consistant pour qu'il soit assez impartial. Nous passons au deuxième sujet qui parle justement du Burkina Faso.